Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Orientation des admis au DF, diplôme d'études fondamentales. Quelle explication aux nouvelles règles? Comme vous le savez, l'orientation des admis au DF est effective depuis ce mardi 1er novembre. Elle intervient un mois donc après la rentrée scolaire qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Cette année, parents d'élèves et élèves ne cachent pas leur colère face aux nouvelles règles d'orientation. La majeure partie des admis au DF âgés de 16 ans ou plus ont tous été envoyés dans des écoles professionnelles. Pour en parler, nous avons 3 invités avec nous. Professeur Mouriké Dambélé, pédagogue. Boubacar Kanouté, enseignant syndicaliste. Djoukamadi Sissoko de l'Association des parents d'élèves du Mali. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Djoukamadi Sissoko, la première question sera donc pour vous. En tant que parent d'élèves, quel regard avez-vous sur les orientations de cette année? D'accord, merci beaucoup Mariam. Je suis vraiment très enchanté d'être là ce matin pour débattre avec Dambélé et Kanouté. C'est bien Kanouté, hein? Bon, et je suis un peu surpris par cette précocité des enfants qu'on amène maintenant à l'âge de 6 ans, 5 ans à l'école. Donc ne soyons pas étonnés de les voir avec à 12 ans, à 18 ans d'être embauchés comme travailleurs. Donc nous sommes un peu gênés, un peu surpris, parce que c'est très bien que d'avoir un enfant intelligent chez soi. Le mérite est là, quand même, ça dénote beaucoup de choses. Mais je crois qu'on amène très tôt l'enfant à l'école chez nous. Et je crois qu'il n'a pas le temps de jouir de toute son enfance. Avant, nous, on rentrait à l'école à 8 ans, même 10 ans. Il y en a même qui rentraient à partir de 13 ans parce qu'ils avaient d'ailleurs commencé à exercer des petits métiers qu'on a menés, qui cependant ont eu des très très bonnes notes. Ils ont même avancé rapidement par rapport. Mais maintenant, les enfants, on les amène précocement à l'école. Parce que généralement, les enseignants, quand ils ont des parents enseignants, on amène l'enfant pour suivre la maman et suivre les autres élèves. Et finalement, ils s'adaptent. Mais est-ce que maintenant, cela a vraiment je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut vraiment se contenter de cela? Est-ce que c'est normal? Parce que l'enfant, on lui a arraché une partie de son enfance parce qu'il n'arrive pas à s'amuser comme il faut à la maison. Bon, je ne sais pas, il y a les bienfaits de ça, mais également des tares qu'il faudra cependant noter. Mais est-ce que selon vous, un enfant qui a 16 ans n'a pas sa place dans un lycée? Mais pour moi, l'enfant à 16 ans, il doit être au lycée. Normalement, il doit être au lycée. Parce que je crois qu'on avait dit à un moment il y avait une fourchette d'orientation selon l'âge. À partir de 15 ans, on était au fondamental, enfin au lycée. Et à partir de 17 ans, maintenant, on allait dans les centres de formation professionnelle parce que 2 ans ou 3 ans après, on arrivait à avoir accès à un travail. Alors, si précocement, maintenant, on amène nos enfants à partir de 18 ans à exercer un métier, ça veut dire que quelque part, il faut revoir la carte. Professeur Dambélé, la même question pour vous. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette année, les 16 ans n'ont pas eu de place dans les lycées. Ils ont tous été envoyés dans les écoles professionnelles. Est-ce qu'un enfant qui a 16 ans aujourd'hui n'a pas sa place dans un lycée? Merci bien, Mariam. Je remercie aussi mes co-débatteurs. C'est un sujet intéressant et d'actualité. Mais avant de répondre à votre question, il est important d'analyser les critères qui fondent l'orientation. En fait, chaque année, ces critères-là sont modifiés. Et en fonction du nombre d'admis au DEF, en fonction des capacités d'accueil dans les différentes structures de l'enseignement secondaire. Donc ce sont ces calculs-là qui font qu'il y a très souvent des ajustements pour que les effectifs puissent être gérés de manière optimale. Le premier critère qui est quand même resté pendant très longtemps, c'est le critère de la performance pour aller au lycée.
il faut que l'enfant soit performant, puisque le lycée suppose que l'enfant va continuer jusqu'à l'université. Donc, il faut choisir les enfants performants. Et quelle est la mesure de la performance? La première mesure de la performance qui a été, enfin, de tout temps utilisée, c'est que c'est l'enfant qui n'a pas redoublé. Ils avaient dit à un moment qu'il n'a pas redoublé, doublé une seule classe au second cycle. Et donc, même si vous avez 16 ans, enfin 15 ans, 16 ans, si vous avez doublé au second cycle, vous perdez des points en matière d'orientation. Donc, finalement, cette année, j'ai compris qu'ils ont pris tout le fondamental, parce que les 9 ans, là, c'est plutôt un bloc unique. C'est-à-dire de la première année à la 9e année, c'est considéré comme un bloc unique. Ce n'est plus le premier cycle, second cycle. Donc, si l'enfant a redoublé une seule fois, ça veut dire qu'il a perdu des points par rapport à ceux qui n'ont pas redoublé. Et donc, l'accès au lycée est sous contrôle et est une compétition. Évidemment, on peut en discuter, mais il s'agit de mettre les enfants qui sont plus performants au lycée pour leur donner plus de chances de continuer et de réussir les études à l'université. Et donc, en cela, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. En cela, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, vous posez la question, est-ce qu'un enfant de 16 ans doit être orienté? Parce que je me dis qu'un enfant peut avoir 16 ans au DEF, sachant que, en fonction de ce que vous venez de dire, peut-être qu'il est rentré à l'école à 8 ans et qu'il va dire qu'il fera le DEF à 16 ans. Est-ce que cet enfant n'a pas sa place au lycée? Bien entendu, tous les enfants ont leur place au lycée, même ceux qui sont plus grands. Mais lorsqu'on fixe les critères, c'est pour contrôler l'accès au lycée et fournir aussi des élèves pour les autres ordres d'enseignement, l'enseignement technique et professionnel. Donc, quand on fixe les règles, on les applique. Moi, je ne suis pas là peut-être pour défendre l'État, mais j'ai eu l'occasion de discuter de ces questions-là lors d'une soutenance de mémoire où l'étudiant se posait la question sur l'orientation. Parce qu'on a plusieurs types d'orientation scolaire. Souvent, c'est les parents qui peuvent faire, qui demandent. Souvent, c'est l'État, en fonction de ses besoins, qui oriente. Et nous avons bénéficié de ça. On a été orientés tout le temps. Maintenant, à l'université, on n'oriente pas, on dit aux étudiants de s'inscrire. C'est ce qu'on appelle la liberté d'enseignement. Maintenant, cette liberté d'enseignement est un peu contrôlée au niveau du secondaire. Et j'avoue que le deuxième critère, j'allais en venir, c'est le critère de l'âge. Le premier, c'est la performance. Le deuxième, c'est l'âge. Ça va ensemble à peu près. Et donc, quand un élève a 15 ans, 16 ans, 17 ans, bon, on regarde. Ceux qui sont plus jeunes, on les met au lycée. Ceux qui sont un peu plus âgés, on les met au secondaire. Et donc, ça, c'est les règles. Bon, ça change un peu chaque année en fonction des effectifs et des capacités d'accueil, mais c'est le fondement de l'orientation au Mali. Boubacar Kanouté, vous venez d'entendre vos co-débatteurs. Quel regard, vous, en tant qu'enseignant, vous avez sur les orientations de cette année? Merci bien, Mariam. Par rapport aux orientations, comme le professeur Dambélé vient de le dire, il y a lieu véritablement de revoir les choses. En réalité, chaque année, on assiste à une nouvelle phase d'orientation. Il y a lieu que véritablement on essaie d'inviter les uns et les autres à s'asseoir sur la table et à échanger, à faire un véritable débat sur la question. Parce qu'on est en train de calquer les orientations sur les effectifs, d'année en année. Donc, on est en train d'aller d'approximation en approximation. On ne va pas s'en sortir. Il y a lieu de faire un véritable débat autour de ça. S'interroger, anticiper en fonction des effectifs. L'année va commencer. Quand on dit qu'il y a 200 000 candidats pour le DF, prenons l'exemple sur 2022-2023. Déjà, on doit commencer à s'asseoir et à réfléchir, à analyser. Approximativement, combien pourront être admis? On s'est fait une idée. Donc, on a déjà une idée globale de l'effectif qui pourrait passer. Ce n'est pas de la science exacte, mais on s'est fait une idée, on fait une projection et en fonction de ça, on essaie de fixer des caps, des critères par rapport à l'orientation. Et on essaie de voir, il faut qu'on essaie de revoir les critères. Et quand on
demande à ce que les uns et les autres puissent véritablement, par rapport à l'orientation, il faut chercher les spécialistes en la matière, les inviter sur la table, échanger avec eux, voir ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, si on va sur ce point, comme le professeur le disait, les critères d'âge sont là, les critères de performance. Quand on rentre à 7 ans, donc forcément, alors on va avoir le DF à 15 ans quand on ne redouble pas. Donc ça veut dire qu'on n'a pas droit au redoublement. Ça veut dire qu'on a obligation d'être performant pour être orienté au lycée et continuer le cursus vers l'enseignement secondaire. Donc il y a lieu d'analyser, de revoir et de mettre en place des véritables critères en conformité avec les effectifs. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement en la matière. Les structures d'accueil, d'année en année, les effectifs explosent. Donc il faut trouver les voies et moyens pour construire plus d'établissements secondaires, publics et de concert aussi avec les privés, faire en sorte d'absorber tous ceux qui sont admis au DF. Merci beaucoup, M. Kanouté. On me dit que professeur Mokhtar Ould Oumera, le directeur de l'enseignement de l'Académie d'enseignement de Koulikoro, est avec nous au téléphone. Bonsoir, monsieur. Je suis avec vous. Alors, vos co-débatteurs ont déjà commencé. Pouvez-vous nous expliquer les critères d'orientation de cette année? Les critères, vous savez, les critères, comme vous ne suivez pas le débat avec les départements, parce que le ministre de l'Éducation nationale avait fait un entretien et il avait dégagé les critères d'orientation. Il y a la scolarité de l'enfant qui fait partie des critères d'orientation. Hein? Il y a l'âge aussi qui fait partie des critères d'orientation. Donc, tous ces facteurs-là font partie des critères d'orientation. Même, au moment de... Il faut voir le jeune âge, l'élève par rapport à sa résidence, pour pouvoir l'orienter. C'est pourquoi il y a une mission qui passe chaque fois, chaque année, avant ou après les examens, ils vont sur le terrain, le moment de l'éligibilité, voir les établissements éligibles, et en fonction de ça, on tiendra compte de l'orientation des enfants. Tout ceci font partie des critères d'orientation des enfants. Ok. Monsieur Ould Oumera, qu'est-ce qui fait que cette année, parmi les critères, que s'il y a les critères de performance, les critères d'âge, le juste milieu qui fait que cette année, les enfants âgés de 16 ans ont tous été envoyés dans des écoles professionnelles? Bon, ça, je pense que le département est mieux indiqué pour vous donner une réponse par rapport à cela. Parce que 16 ans, vous savez que maintenant les établissements d'enseignement secondaire, il y a le pléthore dans les établissements. Donc il faut essayer de revoir l'âge. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui vont très tôt à l'école. Il y a certains qui vont au bac déjà à l'âge de 15 ans. Ils sont nombreux. Si on vous dit de choisir entre 15 ans et 16 ans pour l'orientation au niveau de l'enseignement secondaire, vous serez obligé de prendre ceux qui ont 15 à 14 ans. Et 16 ans, en ce moment-là, on ne peut plus les recevoir dans les établissements d'enseignement secondaire, donc il fallait leur trouver un autre établissement. Alors, pour vous prendre au mot, des enfants de 15 ans qui font le bac, par exemple, c'est équivaut à dire que ces enfants ont été inscrits plus tôt à l'école. Selon les textes de l'enseignement, à quel âge doit-on inscrire un enfant à l'école? À l'école quand même, parce que l'école, quand on dit l'école, il faut globaliser. L'école, c'est depuis le préscolaire jusqu'au fondamental. Vous savez que les enfants maintenant, à l'heure où nous sommes, à 3 ans déjà, certains parents prétendent envoyer leurs enfants
déjà au jardin d'enfants. Dès que l'enfant fait 1 an au jardin d'enfants, vu l'éveil de l'enfant, les parents disent nécessaire d'envoyer l'enfant au fondamental, niveau 1. Bon, il y a tous ces facteurs-là qui font que les enfants sont inscrits à l'école fondamentale niveau 1. Très tôt, très tôt. La plupart des parents ont opté pour ça. Et ils le font sans tenir compte des réalités même de l'école, qui dit que l'enfant ne peut être inscrit en première année fondamentale qu'à l'âge de 6 à 7 ans. Quand l'enfant est dans la fourchette de 6 à 7 ans, il est en première année. Mais vous le savez, notamment, beaucoup de parents aujourd'hui, depuis 4 ans, ils se précipitent à mener leurs enfants en complicité avec l'administration scolaire, surtout que la plupart des établissements, c'est des établissements privés. Et bon, ils s'entendent avec les administrateurs scolaires et ils acceptent les enfants au fondamental niveau 1. C'est ce qui a même fait ce cas précisé. Oui. Donc, l'enfant, normalement, c'est à l'âge de 7 ans. Monsieur Ould Oumera, certes, l'enfant, c'est entre 6 à 7 ans selon vos dits. Est-ce qu'il existe des textes qui répriment quand un parent décide d'inscrire son enfant très tôt? Est-ce qu'il y a des textes qui répriment cela au niveau de l'éducation? Réprimer cela? Je me répète, est-ce qu'il y a des textes, le fait d'inscrire l'enfant très tôt à l'école, qu'un parent le fasse, est-ce qu'il y a des textes qui répriment cela? Toute chose qui est interdite, ça veut dire qu'il y a un texte qui est interdit. C'est interdit, mais les gens aujourd'hui, beaucoup qui écrivent ces textes, vous le savez mieux que moi. Les textes aujourd'hui, beaucoup ne respectent pas les textes. En législation scolaire, on sait bien que l'enfant, il y a un âge pour aller à l'école. On ne se lève pas seulement parce qu'on voit que l'enfant est réveillé et que l'enfant peut s'exprimer seulement à l'envoi à l'école. Ça ne se doit pas comme ça. Ça doit se faire en fonction des textes. On doit les respecter. Mais c'est les textes qui ne sont pas respectés. Quand les textes ne sont pas... On ne peut pas parler de réprimander l'enfant ou bien de réprimander les parents. Merci beaucoup, Monsieur Ould Oumera. Vous gardez la ligne pour la suite de l'émission, le temps de faire réagir vos co-débatteurs sur ce que vous venez de dire. Djoukamadi Sissoko, vous venez d'entendre le directeur de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Qu'est-ce que vous avez à dire selon les critères qu'il vient d'évoquer? Bon, en fait, il n'y a rien de surprenant encore à dire, parce que, en fait, ces conditions-là dépendent vraiment, cette situation dépend même des conditions des parents. Les parents qui sont dans des bonnes conditions, donnent très tôt des attitudes à tenir à leurs enfants. Bon, il y a même une scission entre les enfants. Les enfants des pauvres ne se suffisent pas d'aller à l'école rapidement parce qu'en réalité, ils n'ont pas de moyens. Mais les enseignants, ne soyons pas surpris de voir un enseignant amener son enfant à l'école avec lui pour pouvoir suivre les autres. Bon, ça dépend nous sommes très contents de ça parce que souvent, ça fait plaisir d'avoir qu'un enfant précocement est en avance par rapport aux autres. Mais ceci a un avantage aussi bien que des inconvénients. Parce que peut-être que, comme il l'a dit, il y a des acteurs autour de cette table-là qui manquent, parce que l'autorité scolaire, si elle était là, elle nous aurait mieux édifié. Effectivement, moi, j'ai tout fait pour avoir les responsables au niveau de l'éducation. Hier, le chargé de communication, M. Maïga, n'a pas pu nous avoir quelqu'un pour participer à cette émission. Bon, de toute façon, ne nous mettons pas à pleurer autour de ça. Je crois que c'était un avantage pour certains enfants. Mais est-ce que maintenant, nous-mêmes, nous n'avons pas discriminé, nous n'avons pas fait de l'ostracisme au niveau de nos enfants? C'est ce que je plains. Donc, celui qui n'a pas assez d'argent ne peut pas envoyer son enfant rapidement à l'école, n'est pas dans les conditions idoines pour faire cela. Mais cela, cependant, c'est un avantage pour certains enfants qui évolueront peut-être un peu plus tardivement à l'école et auront même des diplômes plus ou moins adéquats à cet effet. Et je crois que c'est un avantage pour certains. Mais est-ce que nous devrons nous-mêmes, en tant que parents d'élèves, en tant que parents, en tant qu'autorité scolaire, favoriser certains par rapport à d'autres? Comme Dambélé l'a dit, je crois que même au niveau supérieur, actuellement, il y a beaucoup de changements. Les gens, c'est LMD ou je ne sais pas, licence, master, doctorat, où tu n'es plus invité, tu fais ce que tu veux. Ta carrière dépend de ce que toi-même tu peux faire. Donc c'est un avantage. Vous avez vu que ces enfants-là, même à la maison, regardez un peu le téléphone.
il y a un instrument, c'est un instrument, n'est-ce pas? Mais tu vas trouver que quelqu'un comme moi n'arrive même pas à se servir de son téléphone. Pendant que mon petit-fils qui est à la maison, précocement, il a acquis des connaissances. C'est inné, ce sont des avantages. On ne doit pas aussi discriminer cela. Je crois que vraiment, il faudra encore voir ça de plus près pour que ceux qui sont chargés de nous édifier au niveau de la tutelle de l'école soient là quand même là avec nous pour pouvoir au moins nous expliquer les avantages, les inconvénients. Parce que ce que moi je crains et qui me fait vraiment mal, c'est que vraiment l'enfant à partir de 5 ans, il a vraiment besoin de beaucoup de choses à la maison. De son père, de sa mère, même de ses frères, voire souvent d'autres pleurent pour aller même suivre leurs aînés à l'école, mais ce n'est pas un avantage. Il faut le laisser pleinement utiliser sa vie et puis s'épanouir comme il faut. Pour Moriké Dombélé, vous êtes pédagogue, donc vous êtes là. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Djoukamadi vient de dire tout à l'heure que ça fait plaisir pour un enfant de voir son enfant, un parent de voir son enfant en avance sur les autres, acquérir une certaine connaissance, être devant ses semblables. Est-ce que cela n'a pas d'inconvénient sur les enfants? Et par ailleurs, quand est-ce qu'on doit amener l'enfant à l'école même? Merci Mariam, et merci aussi à Djoukamadi. Je crois que son éclairage est important. Aujourd'hui, dans la législation malienne, un enfant doit aller à l'école à 6 ans. Ça, c'est la loi d'orientation, dont je peux vous donner le copie. La loi d'orientation précise que l'enfant à 6 ans va à l'école. Mais cette loi même précise aussi qu'il y a des structures avant l'école dont parlait le directeur de l'académie d'enseignement. Vous avez le jardin, vous pouvez l'appeler comme ça. Le préscolaire doit prendre 3 ans. C'est-à-dire l'enfant à 3 ans, il arrive au préscolaire. Il fait 3 ans, ça fait 6 ans. Il va au primaire, c'est-à-dire au premier cycle de l'enseignement fondamental pour poursuivre. Mais vous comprenez que dans beaucoup de nos localités, il n'y a pas de préscolaire. Et donc ça crée un vide. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès au préscolaire parce que faute de structure. Et donc ces enfants, souvent, on les voit à la maison, 4 ans déjà, les parents vont dire, bon, allez, est-ce qu'il ne faut pas aller amener, il faut pouvoir amener à l'école? Bon, ça c'est le premier grand problème. À quel âge il faut accepter l'enfant à l'école et dans notre contexte? Parce qu'il y a le texte, il y a l'esprit des textes, il y a la pratique. Et la pratique aujourd'hui, c'est d'envoyer très tôt les enfants à l'école pour éviter les problèmes d'orientation. Les gens qui sont un peu avisés prennent de l'avance pour dire qu'à la fin, quand l'enfant va obtenir le DEF, il ne sera pas bloqué pour aller au lycée, au compte de l'État. Parce qu'il y a toujours la possibilité que les parents mettent leurs enfants à un lycée privé pour pouvoir continuer les études. Effectivement. Bon, il y a toujours cette possibilité. Mais si on veut que l'État continue à subventionner l'enfant, eh bien, on prend les précautions dès le départ et on anticipe l'entrée à l'école. Les enseignants acceptent, même le secteur public accepte souvent que l'enfant vienne. En fait, il faut prendre ça avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'on tue l'enfance pour préparer l'avenir. C'est ça la perspective aujourd'hui. Je crois que je suis en train d'écrire un texte sur ça. Beaucoup de parents mettent trop de pression sur les enfants pour réussir. Et en mettant trop de pression, on détruit leur enfance. Et on n'est pas sûr de faire gagner leur avenir. Parce qu'ils le font pour gagner l'avenir, pour mettre l'enfant dans de bonnes positions sociales, ou bien en tout cas universitaires et académiques. Maintenant, pour revenir à la question de savoir, est-ce que si on envoie un enfant très tôt à l'école, ça a des conséquences, bien sûr. Et l'école est savamment orchestrée. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard qu'on a la première année, deuxième année, voilà. Les échelons scolaires sont construits sur la base de normes scientifiques et de normes psychologiques généralement. On se réfère à Binet pour le côté français, Simon et Binet qui ont fait des tests pour comprendre à quel âge on peut aller à l'école. Mais c'est des fourchettes. Ce n'est pas des règles mathématiques qui s'appliquent à tous et avec la même rigueur. Donc on a des fourchettes et ces fourchettes font que, évidemment, quand l'intelligence de l'enfant atteint un seuil, il peut commencer les apprentissages.
Donc quand un parent décide d'aller, ce n'est pas normal, il devrait consulter un peu des personnes qui sont un peu portées à cela pour pouvoir prendre leur avis. Dans d'autres pays, ça se fait comme ça. Mais au Mali, non, on voit seulement l'orientation, le nombre d'années au fondamental. Sur la base de ça, on essaie d'envoyer l'enfant très tôt à l'école. Et souvent, ça se tourne contre l'enfant qui, finalement, même s'il commence, ça peut jouer sur sa carrière scolaire et plus tard même sur sa carrière universitaire. Ça, c'est des données scientifiques. Mais pendant ce temps, parlant toujours des données scientifiques, est-ce qu'il n'existerait pas des enfants qui peuvent sortir du lot, tenir également? Oui, c'est les données scientifiques disent que certains enfants peuvent aller très tôt à l'école, par contre d'autres non. Mais la majeure partie, c'est-à-dire que le grand nombre doit être à l'école, bon, selon les études dont je viens de citer, c'est 6 ans. Et le Mali a bien fait de partir de 6 ans. 6 ans, l'enfant a les facultés intellectuelles qui peuvent recevoir des enseignements de niveau élémentaire. Le plus grand nombre des enfants, on va dire comme ça. Mais il y en a qui vont plus loin. Il y en a à 5 ans, ils ont déjà les facultés qu'ils peuvent recevoir. Mais pour le faire, il faut faire un test psychologique pour voir que cet enfant a telle capacité, il peut commencer les premiers apprentissages. Maintenant, si vous le faites sans se fier à ces tests, ça pose problème. Djouhamadi disait un mot qui est important, et ça c'est extrêmement important dans notre contexte. Auparavant, avant la loi de 99, le Mali avait dit 8 ans. L'école 7 ans, 8 ans. Maintenant, on a reculé un peu parce qu'on a pensé que les enfants, ils sont un peu plus, portés à beaucoup de choses. Leur environnement a changé. Oui, idée non, mais plutôt qu'ils apprennent. L'environnement a changé. Ils ont beaucoup d'activités, d'apprentissage avant même l'école. Donc, on peut essayer de les mettre à l'école à 6 ans. Sinon, c'était 7 ans dans la loi d'orientation précédente. 7, 8, 9. Mais maintenant, c'est 6, on a reculé. Mais dans d'autres pays, on a davantage reculé. Et je vois qu'il y a une étude française récemment qui porte sur 3 ans. Il dit qu'à 3 ans déjà, les facultés mentales sont au point et que les apprentissages peuvent démarrer. Bon, mais ça, c'est très récent. Donc, on est en train de reculer pour prendre en compte l'évolution du monde. Parce qu'un enfant qui regarde la télé, il regarde ceci, il fait ça. Bon, ses intelligences, ses capacités intellectuelles se développent plus tôt en fonction de son environnement. Alors, donc, l'école doit tenir compte de ça. Mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Il ne faut pas en abuser. Et on dit également que cette situation, la précocité des enfants à l'école, c'est beaucoup plus fréquente dans les écoles privées que publiques. Qu'en est-il de la situation alors dans les écoles publiques, Boubacar Kanouti? Dans les écoles publiques... Parce qu'on entend souvent le terme auditeur. Oui, dans les écoles publiques, pour la plupart des cas, ce qui est fixé par la loi d'orientation, 6 ans, vous entrez à l'école, pour la plupart des cas, c'est respecté. Alors, ceux qui sont pris en dehors de ça, au-delà de ça, c'est de façon officieuse. Et ça se fait comment? C'est de façon officieuse. Ça s'est fait comment? Bon, généralement, au regard de l'insistance des parents, souvent à travers des connaissances ou d'autres considérations, on vient à faire exceptionnellement accepter certains enfants. Bon, souvent, il y a des aspects aussi qui font que peut-être là, certains directeurs peuvent accepter prendre tel ou tel enfant au regard de son statut ou encore même de son physique. On met l'accent sur l'aspect, le professeur mettait l'accent sur l'aspect psychologique. Souvent, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en ligne de compte. En voyant l'enfant, peut-être du point de vue physique, du point de vue aspect psychologique, on considère peut-être même avec les propos même que le parent va accepter, peut-être le directeur peut de façon exceptionnelle accepter que l'enfant soit auditeur. De façon officielle, quand même, il ne sera pas inscrit. Donc, au niveau de l'école publique, quand même, généralement, c'est comme ça. Mais c'est ça la différence entre le privé et le public. Et l'auditorat, comment on quitte un enfant qui est là en tant qu'auditeur, se trouve par exemple auditeur en première année, deuxième année, troisième année, comment ça se fait en fait?
de l'auditorat à l'inscription pour cet enfant-là. C'est un gymnastique qui se fait beaucoup, je vous prends au mot, dans les écoles publiques. Oui, c'est toute une gymnastique, mais en réalité, il faut faire avec ça. Moi, je pense qu'il y a lieu que les critères changent. Sinon, au rythme où on va, en réalité, les parents seront tentés d'inscrire leurs enfants très tôt. Du moins, ceux qui ont les moyens de le faire. Et tout le monde n'a pas les mêmes chances. Comme le professeur le disait, ceux qui vivent dans les coins de brousse, ils n'ont pas la chance d'aller au préscolaire. Il n'y a pas de préscolaire là-bas. Et il y a des enfants au niveau des grandes villes, du moins tous les parents qui ont les grands moyens, donc anticipent de peur de ne pas voir l'enfant véritablement son cursus scolaire être écourté au niveau de l'enseignement secondaire pour quelqu'un qui veut aller au lycée, donc écourté pour aller au niveau de l'établissement professionnel. Donc ils prennent le devant. Donc au rythme où vont les choses, il y en a qui seront lésés. Il y aura 2 poids 2 mesures en ce moment. Il y a lieu d'analyser, de revoir réellement les choses. Et du coup, ça peut aussi jouer sur l'enfant. L'enfant, quand on parle, il y a des stades de l'intelligence de l'enfant. Donc l'évolution est là. Donc intervalle de 5 jusqu'à 6 ans. Donc déjà l'enfant commence véritablement à dénombrer, à caractériser, à catégoriser les choses et même à raisonner. Donc on considère que dans cette fourchette, le milieu déterminant l'homme, dans cette fourchette déjà, il y a des enfants qui peuvent sortir du lot. On peut les accepter et ils peuvent percer. Mais pour certains, ce n'est pas évident. Les parents ont tendance souvent à forcer souvent leurs enfants à aller, quand bien même que leur maturité biologique n'est pas arrivée à ce niveau. Comme on le dit, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de développement psychologique sans maturité biologique. Donc, c'est des aspects qui vont ensemble. Il y a lieu d'analyser, de réfléchir concrètement, voir le pour et le contre. Parce que l'enfant aussi a besoin de jouir de son enfance comme il se doit. S'il doit sauter des étapes, brûler des étapes, quelque part, ça va jouer sur lui-même à l'âge adulte. Donc, c'est des aspects qui rentrent en ligne de compte et qu'on doit analyser à fond. Et l'État, de concert avec les parents, doit véritablement créer un cadre de réflexion, analyser concrètement par rapport à cette situation. Et s'il y a lieu, au gré, en fonction même de l'évolution des choses. Donc nous sommes des pays en développement, mais on est en train d'évoluer, d'aller à un stade où il y a lieu d'analyser, de revoir. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir l'âge qui est fixé pour aller à l'école, au lieu d'attendre 6 ans pour aller à l'école, en fonction de l'évolution, le milieu déterminant l'homme, on considère que de plus en plus, les enfants sont éveillés, les enfants peuvent avoir tel ou tel avantage. Donc, au lieu d'attendre 6 ans pour les envoyer à l'école, il faut le faire à 4 ans, maximum à 5 ans, que les enfants aillent à l'école. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Parce que c'est ça tantôt, le boulot même d'étranglement. Oui, mesures d'accompagnement, vous le disiez tantôt à l'entame de vos propos, que entre les critères de l'âge et les critères de performance dans les écoles pour les orientations de cette année, il fallait un juste milieu. Est-ce à dire que cette fois-ci, le système éducatif malien pousse les parents à aller vers cette précocité-là, aller très tôt en oubliant tout ce que vous venez de dire? De plus en plus, on s'oriente vers ça. Et là, c'est très dangereux à ce niveau. Il faudrait réellement revoir les choses, faire en sorte d'analyser, d'anticiper pour qu'on n'aille pas réellement à ça. Djokamadi Sissoko, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir parce qu'en fait, nous sommes en train de discriminer. Il y a une discrimination naturelle, sinon peut-être un peu divine, peut-être. Moi, j'appelle ça de l'ostracisme. Parce que compte tenu des conditions des enfants ruraux, est-ce que nous allons assister à ça comme ça? Est-ce que nous allons donner vraiment l'opportunité seulement aux urbains d'être en avantage par rapport aux autres? Je crois qu'un mécanisme est là qu'il faudra penser, peut-être, trouver pour ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. Parce que l'avantage, cela constitue vraiment un avantage. L'enfant évolue vraiment selon son âge et selon ce qu'il contacte, ce qu'il rencontre tous les jours. Mais quand vous allez dans des coins reculés comme, je ne sais où, vers Mopti et consorts, est-ce qu'ils ont les mêmes possibilités que ces jeunes enfants?
Donc moi, je pense que c'est très dangereux. Enfin, c'est un peu dangereux. Bon, il y a un avantage qui est là quand même, qui ne dit pas son nom. Parce que ceux qui sont dans les cités urbaines ont des avantages. Par contre, ceux qui sont dans les coins ruraux ont des problèmes. Ils n'arrivent même pas à trouver de quoi manger, à plus forte raison suivre les numériques et envoyer l'enfant au jardin d'enfants à partir de 3 ans ou 4 ans. Donc moi, je crois que c'est nous-mêmes qui devrons penser. Parce que ça ne peut pas être une joie pour nous, les parents d'élèves. C'est très bien parce qu'il y a une élite quand même qui avance, mais nous devrons avoir le même jugement par rapport à tous nos enfants. C'est pour ça que je dis qu'il faudra mettre maintenant des moyens à notre disposition maintenant. On doit se donner des moyens maintenant pour que ces enfants ne restent pas en rade ou bien rester quand même dans l'anonymat. Il faut trouver une solution pour ces enfants-là. Parce que nous avons remarqué, il y a une école maintenant à 2 vitesses. Vous n'êtes pas sans savoir ça, Mariam. C'est quoi l'école à 2 vitesses? L'école à 2 vitesses, c'est l'école pour les enfants des pauvres, l'école pour les enfants des riches. Est-ce que nous-mêmes, nous allons ce créneau-là, nous allons l'avantager par rapport aux pauvres? Il faudra maintenant y penser. C'est pour ça que je dis que l'école doit penser à tous ces enfants-là. À tous ces enfants-là. Ceux qui ont la chance d'avoir les moyens, ça c'est Dieu qui a. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, il faut que c'est l'État qui trouve maintenant les moyens pour ces enfants-là. En créant des structures, en sensibilisant les gens, en essayant de créer vraiment le cadre idéal pour ça au niveau de nos villages et hameaux. Et c'est un avantage parce que maintenant, vous savez que le licence, le LMD, maintenant, c'est sous-régional. Mais les enfants, maintenant, ils vont concourir le même jour, les mêmes sujets, et puis ainsi de suite. Ils ont les facultés qui sont vraiment... Ça les rend autonomes par rapport à nous, qui avons suivi phonétiquement l'apprentissage. Donc maintenant, il faudra que ces enfants-là qui poussent en herbe doivent avoir les mêmes conditions de travail pour ne pas faire la scission entre eux. Professeur Moriké Dambélé, je vais vous poser une question, mais un exemple. Cette année, un enfant qui a 16 ans, qui a été orienté dans une école professionnelle, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, il l'a en 2 ans. Cela veut dire qu'à 18 ans, il est diplômé. Quelle issue s'offre alors pour ces enfants âgés de 16 à 18 ans cette année? Merci Mariam. Oui, vous avez déjà posé cette question, ça me fait rire un peu, mais disons que le système est très rodé. En fait, un élève qui est admis au DEF à 16 ans, on ne l'a pas mis au CAP, on le met en BT. Les plus jeunes encore, c'est BT. C'est les 18 ans, les 17 ans qui sont au CAP, Mariam. C'est ça le principe. C'est-à-dire que les 16 ans qui vont dans l'enseignement technique et professionnel, ces 16 ans-là font 4 ans. Et d'ailleurs, il faut noter ça, c'est que l'enseignement secondaire technique et professionnel est plus cher pour l'État que l'enseignement, le lycée secondaire général, en termes de coût. Quand on envoie un enfant pour faire le BT, il est plus cher qu'un enfant qui fait le lycée. Maintenant, vous allez dire non, au lycée, ils vont à l'université, il y a un engorgement à l'université, d'accord. Mais je vais dire simplement que la fin des études, ce n'est pas le diplôme intermédiaire. Quand vous avez le CAP, par exemple, à 17 ans, à 18 ans, vous avez le CAP, vous avez la possibilité de faire le BT. Vous vous inscrivez. Mais cette fois-ci, c'est les parents qui payent. C'est ça la différence. Quand vous avez le BT, vous faites le DITE. Donc la continuité est possible, mais sur les ressources de vos parents. Et l'État s'arrête à 2 ans, à 4 ans, à 3 ans, à 7 ans. Donc voilà. C'est comme ça qu'il faut voir. Pour un enfant très performant qui a le BT, il fait le concours. S'il a mention assez bien, il va à l'IG. Il fait le concours. S'il est admis... Cela veut dire que quelqu'un qui a le BT peut aller directement s'inscrire à l'université. Oui. S'il n'a pas la chance d'aller après le DEF au lycée, ensuite l'université, du BT à l'université. Il y a des portes qui sont ouvertes. Et les seuls critères, que l'enfant soit performant. Ouais. Je vous donne un exemple. Vous avez un BT comptabilité avec mention assez bien. Vous êtes candidat au concours d'entrée à l'UG. Et si vous passez, et c'est comme si en ce moment l'État vous prend en charge encore. Et oui, vous continuez pour faire une licence en comptabilité. Maintenant, on prend les meilleurs. Et là, je crois que ce critère de performance n'est pas, c'est pas un critère mauvais en soi. Mais ce que je voudrais dire, pour cette année spécifiquement, les critères sont académiquement justes, mais les critères ne sont pas équitables.
C'est important. Et Douramadi en parlait un tout petit peu. C'est-à-dire que si on frappe tout le monde avec les mêmes critères, alors que tout le monde ne se trouve pas dans les mêmes conditions, on fait une erreur. Et c'est probablement des inégalités qu'on renforce. Par exemple, dans mon village, les enfants vont, puisque l'école est un peu éloignée du village, à 6 ans, ce n'est pas évident qu'on envoie un enfant. C'est à 3-4 km du village. Donc on attend un peu que l'enfant ait quelques capacités physiques pour pouvoir faire la distance. Donc si on prend ces différents cas, ils vont aller à l'école un peu tardivement, plus que ceux qui sont à Bamako, par exemple. Donc il faut des critères plutôt équitables d'orientation, c'est-à-dire que des critères spécifiquement pour certains milieux, connaissant leurs conditions d'existence et d'accès à l'école. Et ça, si on ne le fait pas, on pénalise injustement un certain nombre d'enfants issus de milieux probablement modestes. Et ça, c'est le premier reproche à ces critères et aux critères qui fondent l'orientation. Le deuxième élément important, c'est de dire que l'État doit offrir la possibilité à certains de faire des réorientations. C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui a 16 ans, moi, parent, je viens dire, bon, je veux que l'enfant aille faire le lycée. Et donc, sur la base de ça, qu'on réexamine leur situation, cas par cas, pour donner suite à certains cas qui sont quand même des cas liés à des situations sociales. Et justement, nous avons le directeur de l'Académie d'enseignement de Koulikoro avec nous. Je pense qu'il pourra répondre à cette question. Quelles sont les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à un enfant qui veut aller à un lycée après son orientation dans une école professionnelle, M. Ould-Doumbéra? Oui, merci madame. Merci madame. Je pense que les critères que l'État a établis doivent être respectés. L'élève qui est orienté à un établissement professionnel, son transfert dans un lycée ne serait pas aussitôt facile. Parce que l'orientation, le transfert entre les établissements, entre un établissement public ou entre un établissement privé. Mais dès que l'État oriente un élève dans le professionnel, forcément le transfert dans un établissement secondaire devient un peu difficile. Parce que vous savez que ce n'est pas les mêmes enveloppes. L'État tient compte de tous ces facteurs pour faire les orientations. C'est pourquoi il est même souvent difficile de transférer un élève d'un établissement secondaire vers un établissement privé. Ça, c'est même. Alors, 6 mois, en exemple, 6 mois parent d'élève, mon enfant a été envoyé dans une école professionnelle, je vais l'amener au lycée. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller l'inscrire dans un lycée privé à mes frais? Bon, ça quand même, vous avez, dès que c'est à vos frais, vous êtes libre. En ce moment, l'État n'interviendra pas dans ce cas d'orientation. Le parent a tout le pouvoir sur son enfant. Il est vrai que nous sommes tous sous le toit de l'autorité de l'État. Mais dès que votre enfant étant très jeune, 16 ans par exemple, on l'envoie dans un établissement professionnel et vous ne jugez pas ça être présent, vous pouvez envoyer à vos frères à ce moment-là. Vous prenez votre enfant à vos frères. Ça, c'est autorisé. L'État n'interviendra pas dans ça. Merci beaucoup, M. Ould-Doumbéra. Le temps de vous poser une dernière question, apparemment, ça sera avec vous. Quelle recette aujourd'hui pour un cursus reçu pour les enfants? Quelle recette aujourd'hui pour un parent d'élève qui a un enfant qui doit aller à l'école? Par où cet enfant doit commencer? La recette pour un parent pour un cursus reçu pour son enfant? Il doit commencer par le préscolaire. La recette, c'est de passer par le préscolaire. L'enfant, vous l'avez dit tantôt dans le débat, à l'âge de 3 ans déjà, on peut l'amener au préscolaire.
Et le préscolaire, c'est 3 niveaux. Il y a la petite enfance, il y a le moyen et le grand. Il y a un niveau 1, 2, 3. À ce moment, l'enfant atteindra l'âge de 6 ans. Déjà, il se prépare pour aller à l'école fondamentale niveau 1. Merci beaucoup, Monsieur Ould Oumera, et c'est sur ces mots que prend fin le grand dialogue de ce soir qui réfléchissait sur les critères d'orientation pour les admis au DF, diplôme d'études fondamentales. Je retiens ce mot du professeur que les critères sont justes, mais pas du tout équitables, vu dans les conditions plutôt au regard des conditions du pays. Donc, grand merci à nos invités, professeur Moriké Dambélé, pédagogue, Monsieur Mokhtar Ould Oumera de l'Académie d'enseignement de Koulikoro, Boubacar Kanouté, enseignant syndicaliste, Djoukamadi Sissoko de l'Association des parents d'élèves. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.